sera plus 40. 40, ok, ça marche. D'accord. Voilà, ça y est, C'est bon. les gens arrivent, on peut leur souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous Bonjour à et à tous. toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je démarre, donc Non, non, on attend, on attend on peut-être attend quelques minutes. peut-être juste Ouais, quelques instants. Je vais faire une petite intro et puis d'accord. Ok, très bien. on y va. Voilà, les portes s'ouvrent. Écoutez, bonjour à tous. Désolée pour ces quelques minutes de retard. On a eu des petits problèmes techniques. Donc, je suis Drifa Choulet avec Maria Ternard qui va nous rejoindre. Nous co-animons le club management et leadership de Neoma Alumni. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Groseille. Alors, Stéphane a plein de casquettes à son arc. Stéphane est un ancien champion du monde et médaillé en sport de combat. Il vous en parlera. Il est aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines. Il est coach, formateur, hypnothérapeute, préparateur mental et physique. Et donc, nous avons approché Stéphane en pensant que ces deux casquettes, son ancienne vie et sa nouvelle vie, le rendaient particulièrement légitime pour nous parler donc de leadership, d'intelligence stratégique, en modélisant le sport de haute performance et les forces spéciales. Donc, Stéphane va nous délivrer une petite présentation d'à peu près 40 minutes, à l'issue de laquelle écoutez, on vous invitera à poser vos questions à travers le module Q&R que vous voyez en bas de la fenêtre Zoom. Et on se fera un plaisir de les aborder avec Stéphane. Stéphane, c'est à toi. D'accord. Merci. Mais du coup, bonjour à toutes et à tous d'être présents pour cette conférence. Et j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous quelques avis, expériences sur la question du leadership. Le thème de cette conférence s'intitule « Comment modéliser le sport de haute performance et les forces spéciales pour améliorer le leadership et l'intelligence stratégique dans l'entreprise ». Le point central étant l'amélioration du leadership et de l'intelligence stratégique et collective dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, quelques réalités sur notre époque. Je vais vous proposer pour cela de faire ce petit voyage avec moi en renversant l'iceberg, c'est-à-dire en décalant votre manière de voir les organisations, le monde du travail, le management et le leadership tels qu'ils se pratiquent. Pour cela, le mettre en perspective avec les réalités de notre époque, c'est-à-dire ce qui est constaté, c'est l'essoufflement d'un modèle de performance qu'on a hérité du XXe siècle, qui, au contact des dysfonctionnements organisationnels mis en évidence par les risques psychosociaux inscrits dans la loi, confrontés aux aspirations des nouvelles générations, avec la qualité de vie au travail inscrit dans la loi, la rupture technologique, donc nouvelles technologies, le télétravail particulièrement mis en avant avec cette crise que l'on traverse, et puis les remises en question observées sur les modes d'autorité, sur le modèle traditionnel de la performance. Tous ces aspects-là viennent nous confronter à la question de la performance, la question de la conduite des hommes et le pilotage des organisations à travers le filtre du leadership. On a une nécessité aujourd'hui d'aller vers un modèle plus équitable, durable, plus agile, et donc un nouveau leadership. La nécessité de mutation dans les organisations, avec les crises qu'on traverse, demande à se réinventer. C'est un terme qu'on a énormément entendu ces derniers temps. Et la société appelle à de nouvelles générations de leaders. Et en cela, le leader ne peut échapper à cette profonde remise en cause. Alors, il est important de préciser que le leadership n'est pas le management, même si le management a besoin du leadership. Okay. Alors, le plan que je vous propose très rapidement, hein, le plan que je vous propose est réparti en 3 grandes parties. Donc, au-delà du fait de poser le cadre et de conclure autour des symboles, 3 parties. Une première qui va présenter l'art du combat et de la performance. Donc, c'est bien sûr le clin d'œil à la dimension intelligence stratégique.
En partie 2, on abordera la question des logiques non ordinaires, donc toutes les inspirations, les différentes formes de leadership. Et puis, à la fin, quels sont les aspects pratiques que l'on peut mettre en place autour du leader dans l'organisation. Donc, on abordera la question de l'intelligence organisationnelle. En quelques mots, il est important de différencier leadership et management. Il y a une confusion qui se fait fréquemment, c'est-à-dire d'utiliser le terme de leader pour des personnes qui sont dans un statut, dans un poste de manager. Or, souvent, c'est une confusion parce que le management est une position formelle, c'est un statut, un pouvoir légitime qui impose son autorité de fait, de par la place dans la hiérarchie et les missions qui sont attribuées. Tandis que le leader peut très bien concerner un manager et également toute personne dans l'organisation. La position de leader est de fait installée à partir d'une reconnaissance du groupe, une reconnaissance de l'environnement, et s'exprime la plupart du temps autour d'une hiérarchie horizontale. À partir des travaux faits par l'université d'Harvard, l'ensemble des chercheurs s'entendent sur une définition du leadership, autrement dit, la capacité d'orienter et de mobiliser durablement un groupe d'individus vers l'accomplissement de buts précis. Donc, on voit combien la dimension relationnelle des sciences humaines se mêle aux sciences de gestion quand on parle de leadership. 8 archétypes du leadership sont souvent énoncés. On peut entendre parler de leader stratège, catalyseur, négociateur, entrepreneur, innovateur, organisateur, entraîneur, communicateur. Selon les auteurs, donc je vous fais un petit parcours rapide. Max Weber, 1904, parle, lui, de leadership traditionnel, légal ou charismatique. Selon Kurt Lewin, 1944, il parle de leader directif, participatif ou laisser-faire. Selon Victor Vroom, Arthur Jagot, en 1973, eux évoquent un leader tourné vers l'autocratie ou l'autocratie ouverte, un leader consultatif ou un leader consultatif collectif ou consensuel. Enfin, Edgar Morin, en 1996, lui parle d'influence sociale du leader comme étant une normalisation, un conformisme, une obéissance ou une innovation. Et pour finir, René Bédard, 2008, parle de style de leadership systématique, donc basé sur la logique, pragmatique, mythique, avec la notion de mission et de symbole, ou relationnel, donc dans le sens de consensus et affectif. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une véritable complexité à définir le type de leader, le style de leadership. Par contre, il y a des fondements que l'on retrouve au niveau des leaders, c'est la question d'empathie et de compréhension, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère et qu'on reconnaît les membres d'une équipe. Et j'ai voulu mettre en évidence ces deux aspects-là parce que ça me semble essentiel de préciser que l'empathie est la compréhension, la reconnaissance des manières de fonctionner d'autrui. Souvent, il y a une confusion avec la sympathie. Ça n'est en aucun cas pour l'empathie de la compassion, de l'altruisme, de la contagion émotionnelle. C'est véritablement de la reconnaissance et de la compréhension. De la même manière, la compréhension est particulièrement importante car c'est un processus qui vise à aller vers le nous. Le nous étant le cheminement entre la personne qui entre en relation, qui cherche à comprendre, et l'objet de cette compréhension. Voilà. Et comment, dans ce processus, dans cet acte de compréhension, on produit un comportement intelligent. Donc, vous pensez bien que ces deux aspects-là posent d'emblée la question de l'intelligence que l'on va aborder. Alors, je voulais juste très rapidement montrer en quoi le leadership mérite aussi une attention particulière, car dans les effets produits, il y a à la fois des effets qui sont
bénéfique qu'il convient de repérer, c'est la notion de bien-être. La notion de bien-être avec tout ce que ça comprend hein, dans cette large dans ces effets, ces applications sur la santé, la réussite sociale économique, le plaisir, la réalisation de soi. Et en même temps, dans les aspects peut-être plus délétères et à risque, il est important de repérer les risques psychosociaux. Selon la communication, selon l'organisation, selon la manière d'influencer ou de conduire les hommes, les effets peuvent être délétères sur l'intégrité, la santé physique et la santé mentale. On entend énormément parler, c'est devenu aujourd'hui, déjà dans la loi avant la crise, et particulièrement avec la crise et des changements de mode de travail, notamment de télétravail, en tout cas d'accompagnement à distance, la notion de stress, de harcèlement, de violence. Voilà. Donc bon, je vous ai mis en tout cas une image rapide, ça n'est pas l'objet exact de la conférence. Néanmoins, il est important d'avoir à l'oreille ces notions-là, car elles font partie intégrante des points de vigilance de la posture de leader. Le sens au travail, le dialogue, la reconnaissance, l'organisation du travail, les relations, l'ambiance au travail et tous ces effets, stress, violence, épuisement. D'autres points, alors, je ne pouvais pas aborder ou aller plus loin dans le déroulement de cette conférence sans aborder quelques aspects théoriques. Rapidement, alors il y a des choses écrites, justement, vous aurez le temps de revenir plus précisément sur le contenu. Ce qu'il faut retenir là, c'est que on a des théories donc scientifiques qui permettent d'aborder ces questions-là. La théorie de l'acteur stratégique, pour faire rapide, il s'agit de l'analyse d'un système qui intègre les éléments que sont les acteurs. Et on a l'analyse stratégique qui va plutôt être orientée sur l'analyse du comportement stratégique, donc du comportement des acteurs pour construire des règles, pour se mettre en interaction. Alors, comme on parle de leadership, comme on parle d'intelligence stratégique et collective, il est important de s'appuyer sur des approches scientifiques pour analyser, pour comprendre le fonctionnement. Dans tous les cas, avoir à l'esprit la conscience de ce qui se joue en termes de stratégie, de positionnement et en termes d'influence, dans un sens comme dans l'autre. Deux approches semblent essentielles aussi dans la posture de leadership. Alors, je vous propose l'approche systémique et stratégique de Palo Alto qui a été conçue dans les années 50, qui permet de travailler sur les systèmes et la stratégie et qui met particulièrement en avant la question du changement, de feedback, hein, d'aller-retour, de recadrage, de réorganisation et d'apprentissage. Et de l'autre côté, une autre notion, un concept qui est différent, proche et complémentaire, l'intelligence collective. L'intelligence collective va être mise en évidence par les démarches de coopération, les démarches de résolution, la recherche d'efficacité et le fait de mobiliser à plusieurs les compétences. Et le lien que je fais entre ces deux concepts, ce sont les boucles de rétroaction, notamment les boucles de relation, la circularité, qui permet à la fois d'être en lien, d'analyser, de reconnaître et de recadrer, de progresser. Et bien sûr, le principe d'apprentissage et de production illimitée de connaissances. On pourrait se dire à une époque où on parle du recyclage, du renouvellement des ressources, la connaissance, la production de connaissances est du coup une ressource équitable et illimitée. Donc voilà, en tout cas, l'image qui me semble la plus parlante et forte de sens, celle de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est en fait autour de cette dimension forte que je souhaite vous emmener voilà, dans ce cheminement. Pour faire court, vu que Drifa m'a présenté tout à l'heure, ce que je mettrai surtout voilà, en avant,
c'est le fait d'avoir vécu, et c'est ce pourquoi je me suis dirigé aussi vers les questions de leadership, le fait d'accompagner ces questions-là. Dans mon parcours, j'ai pu évoluer dans le milieu sportif vers la réalisation d'objectifs dans différents sports, donc d'être confronté à différentes règles de jeu. J'ai vécu, je suis né à l'étranger, j'ai vécu dans 7 pays différents avant de rentrer définitivement en France. Le sport m'a emmené aussi dans plusieurs pays. J'ai évolué dans différents environnements professionnels. Et puis, j'ai suivi des formations riches et variées. Alors, ma soif d'apprendre et de comprendre ont complété aussi cette prise de recul ou cette, comment dire, le fait que je sois un être hybride, zèbre, métis, en tout cas qui aime transformer les frontières en liens. Ce que je peux vous dire, c'est j'ai créé une société qui s'appelle Senocen Performance, Sensen Coaching. Ce qui est important, c'est dans la symbolique de Senocen, c'est un héritage asiatique qui vient du Japon, qui signifie anticipation, action dans l'action, engagement, attaque dans l'attaque. Donc, en fait, toutes ces notions qui visent à être dans quelque chose de stratégique et de construire ensemble. Alors, dans la construction d'un leader et dans sa manière de fonctionner, il y a quelque chose qui fait sens dans son histoire, dans son éducation. Ce que j'aimerais vous partager, c'est que alors que j'étais enfant, j'ai un moment particulier qui m'a fortement touché. Mes parents avaient été invités à passer un séjour moyennement long de près d'un mois avec des Touaregs dans le désert de Mauritanie. Et en tant que petit garçon, en fait, j'étais heureux de partager quelque chose, mais sans vraiment me rendre compte, ces hommes et ces femmes en turban, enfin, qui ressemblaient à des martiens venus d'une autre planète, cet environnement particulier dans lequel je ne vivais pas, puisque je vivais à la ville, le soir avec la nuit, ces grands feux et de voir ces personnes qui en cercle partageaient des choses fortes, tantôt dans le silence, tantôt dans des échanges. J'avais cette notion de partage qui m'avait presque physiquement, émotionnellement touché, marqué par des images fortes, bien sûr, la présence d'animaux, le silence du désert, ce grand feu qui était sublimé par le fait qu'il y ait du vide autour, ces tentes, enfin. Et surtout, à la fin de ce moment en suspension de ce séjour, j'ai reçu 2 cadeaux. Alors, le jeune garçon que j'étais a reçu un petit mouton et un chiot. Et en fait, j'ai reçu le don j'ai pris la dimension de ce don, c'était important par rapport à des gens qui vivaient avec peu de choses et dont les animaux étaient une ressource importante, comme quelque chose qui m'a marqué presque inconsciemment comme une responsabilité. Mais on y viendra un peu plus tard pour conclure ce séminaire. Donc, comme je vous le disais, j'ai vécu différentes expériences dans mon parcours. Alors, quelquefois, à plusieurs reprises en étant champion du monde, mais à d'autres moments aussi en passant à côté d'événements ou en ressortant de ces événements blessé physiquement. Et donc, j'ai appris qu'en fonction des règles qui changeaient, on pouvait passer de leader en réussite à quelqu'un qui était plutôt en posture de challenger, voire qui n'existait pas. Et l'enseignement que j'ai tiré de cela, c'est que, en effet, il y a des compétences transversales génériques sur lesquelles on peut s'appuyer, et en même temps, il y a une nécessité de développer des compétences d'apprentissage, de compréhension des règles, des cultures, des fonctionnements des gens qui sont là. Et en fait, entre la performance et l'épuisement, la non-réussite, le bien-être, il n'y a qu'un fil, un fil qui peut vraiment être un lien ou un fil qui peut être fragile, qui peut créer une rupture. Et je crois qu'il n'y a pas de performance sans bien-être.
Ces deux choses-là sont intimement liées et dans la question du leadership, il s'agit d'aller vers une performance tout en prenant soin de l'ensemble du système. Alors, cette expérience, comme toute personne, j'ai parlé de cette origine, ce moment qui m'a marqué symboliquement fort de mon enfance, de mon parcours, de mon éducation. Et puis, il y a un moment où, dans la construction d'un leader, où on est confronté directement à la situation. Et en fait, soit on perd parce qu'on ne tire rien de cette situation, soit on gagne parce que l'expérience a été directement positive ou cette expérience a été enrichissante en termes d'apprentissage. Et en fait, il n'y a que des expériences pour apprendre, il n'y a jamais d'échec. Cette expérience-là, je l'ai connue quand j'étais athlète en équipe de France. Et alors que cette équipe de France faisait énormément de résultats, le sport français est très, très performant, derrière le rideau, j'étais halluciné de l'amateurisme des managers et du manque de formation, de qualité de leur leadership. Et du coup, ça suscitait non pas une équipe de France, au-delà du mot, mais un ensemble d'individualités où l'individualisme était la valeur première, l'égocentrisme, la compétition interne, et du coup favorisait énormément de violence psychologique, verbale, un manque de respect, une cohésion de surface. Et en fait, cette école du vécu a été significative pour moi parce qu'elle m'a intéressé à cette question, parce que je suis resté interrogatif entre ce que les individus étaient capables de produire comme performance, mais ce que ça faisait comme dégâts. Et en fait, les leaders peuvent fonctionner comme ça. Il suffit de remplacer les personnes. On peut aussi regarder le vivier que l'on a, la mine que l'on a, et la faire fructifier, travailler sur toutes ces ressources. Alors, en abordant la question de l'intelligence stratégique, quand on parle de ressources, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'intelligence stratégique est centrée sur l'écosystème, que ce soit en interne ou en externe. On a tendance à orienter cette démarche d'intelligence stratégique sur l'environnement extérieur, sur ce qui se fait en termes de concurrence, sur la manière de pouvoir utiliser l'environnement. Sauf qu'il y a autant d'importance à avoir cette vision et ce process en interne. Quelles sont les contraintes, quelles sont les ressources, comment je développe, j'innove à l'intérieur comme à l'extérieur. Et bon, je fais ce petit clin d'œil à la série Netflix, qui est sortie sur Netflix du jeu de la dame, où en fait, à travers le jeu d'échecs, on voit que cette intelligence du futur, c'est-à-dire la capacité à penser l'avenir, ce qui suit, ces bifurcations possibles, sans jamais pouvoir prévoir à coup sûr, permet d'instaurer une intelligence stratégique avant l'action, pendant l'action, après l'action et avec d'autres personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et en fait, vous voyez les deux images tout en bas de cette slide montrent que même pour devenir champion du monde dans un jeu d'échecs, quel que soit son talent, il est nécessaire de se confronter, de s'enrichir, de partager avec d'autres talents pour élever ses compétences. De la même manière, vous verrez dans cette série, il est montré que pour devenir champion du monde, la personne s'appuie, au même titre que les forces spéciales, s'appuie sur des données extérieures, des intelligences extérieures ou collaboratives qui vont, pendant l'action ou tout autour de l'action, apporter de l'intelligence, de la réflexion pour nourrir, protéger les données, enrichir les données, etc. etc. Donc, par rapport à l'histoire, je vous mets
une référence, un livre que vous pourrez voir qui donne pas mal de relations à la mythologie, qui fait des liens avec la mythologie et qui nous ramène à cette stratégie européenne oubliée, la métisse, qui est l'art de la stratégie, de la ruse, de l'intelligence. Et en fait, on retrouve la question de l'empathie, c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'autre, à la place de l'autre, pour pouvoir anticiper des situations changeantes, voire provoquer des situations imprévisibles dans le but pratique, opérationnel, de résoudre une équation et de renverser une situation, un peu en prenant l'exemple du judo, une situation qui semble insurmontable ou difficile à aborder classiquement avec les méthodes habituelles, et de voir comment il est possible de renverser la situation pour être efficace. Bon, l'exemple de Ulysse que vous connaissez tous lors de la guerre de Troie avec le cheval de Troie est un exemple célèbre de cette culture-là, de cette intelligence de la métisse. Et donc, pour reprendre ce modèle des forces spéciales qui correspond à l'armée, qui pourrait être appliqué dans d'autres secteurs, il s'agit d'unités autonomes, ou en tout cas auxquelles on accorde l'autonomie de penser, de planifier, de se préparer et d'exécuter la mission. Donc, les effectifs peuvent être réduits en autonomie. C'est une organisation agile et qui tire avantage de chaque situation. L'objet, c'est que pour les organisations, c'est de permettre cette autonomie, de donner les moyens à ces cellules, ces groupes, de résoudre des équations, à condition aussi de les former, de les entraîner. Et donc, dans ce sens, pour les organisations, des entreprises, de profiter de leadership partagé et surtout d'un démultiplicateur de force. En gros, vous connaissez très bien la matrice du SWOT qu'on utilise en marketing, en commerce, dans l'innovation. En fait, c'est vraiment une nécessité dans l'intelligence collective, l'intelligence stratégique et dans le leadership d'intégrer complètement cette manière de voir le monde pour soi, pour son groupe, pour l'organisation. Un exemple, Steve Jobs, que vous connaissez, qui est emblématique par son intelligence stratégique, sa manière de rebondir innovation après innovation, de réussir après les échecs et de passer par Apple, Next, Pixar, de revenir à Apple. Et c'est vraiment un combattant, en tout cas un leader qui a mis en place cette intelligence stratégique. Alors, quelques inspirations, c'est basé sur des logiques non ordinaires. En fait, plus vous faites de la même chose, moins vous pouvez sortir de solutions insolvables. Il s'agit de créer des décalages. Je vous parle rapidement d'un jeune garçon qui vivait dans un pays étranger. Les parents étaient expatriés pour des raisons professionnelles. Et ce jeune garçon, donc américain d'origine, avait l'habitude, le soir, pas très loin de chez lui, d'avoir remarqué des enfants issus du pays jouer au foot. Et donc, enfant unique, il avait cette envie de contact. Et donc, il s'était rapproché de ses enfants et comme eux, alors qu'il avait des chaussures, il avait pris l'habitude de se mettre pieds nus comme eux pour s'intégrer au groupe et puis participer à cela. Et tous les jours, il jouait au football. Un jour, quand arrive l'heure à la fin du match, du jeu, l'heure de rentrer à la maison, au moment où il décide de remettre ses chaussures, il voit le ballon qui roule, qui dévale légèrement la petite pente et s'éloigne. Et comme un enfant de son âge, de 8 ans, il suit le ballon et puis un peu happé dans ses pensées, il regarde le ballon et le suit tout doucement sans chercher à l'arrêter.
le ballon s'arrête au pied d'un arbre. Et le jeune garçon regarde les racines qui sortent de terre, il regarde ce tronc large, cet arbre qui grand. Et puis il observe l'écorce qui est épaisse avec des creux. Enfin, et donc il s'en approche, il touche l'écorce de l'arbre et tend l'oreille, un peu en regardant cet être vivant, lent, immobile, et comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il y a derrière, puisque c'est quelque chose qui vit, c'est un être qui a des racines, enfin, qui est là, qui est vivant. Et donc, il tend l'oreille, met ses bras tout autour et reste là quelques instants. Ce qu'il perçoit au début, c'est le bien-être que ça lui procure, en tout cas ce silence, cette connexion. Et donc, tous les jours, il va prendre l'habitude de faire ce rituel quotidiennement. Puis un jour, les parents ont fini la mission et en tant qu'expatriés, ils retournent chez eux aux États-Unis. Le jeune garçon grandit, poursuit ses études, va commencer à travailler après l'université dans le domaine de l'économie et à un moment donné, il va arrêter, on va le retrouver plus tard comme entraîneur. Cet entraîneur, ce jeune garçon, c'est Phil Jackson. Phil Jackson est jusqu'à ce jour le plus grand entraîneur de tous les temps, avec 11 titres de la NBA. Et il est connu surtout, il est appelé le Zen Master, il est connu pour une approche holistique et particulière de l'entraînement. En fait, quand on a interviewé les athlètes qui sont passés entre ses mains, comme Michael Jordan, tous disaient qu'au départ, ils étaient très surpris. Certains, comme Michael Jordan, avaient eu même l'intention de quitter cet entraîneur un peu fou, un peu particulier, tellement les méthodes d'entraînement semblaient bizarres. Après les résultats, ils avaient tous un avis très positif et ce qu'ils disaient, c'est qu'il nous a appris à être ensemble, à penser ensemble, à bouger ensemble, à respirer ensemble, à inspirer ensemble. Et dans le fait de bouger ensemble, inspirer ensemble, vous connaissez l'impact et tout le monde est assez impressionné par le haka des All Blacks. Et en fait, ce rituel maori n'est pas juste là ou fait dans le seul but d'impressionner les adversaires. Il représente en fait quelque chose de plus fort, d'interne, interne-externe. Il s'agit d'une identité, il s'agit de faire. Et en fait, le mot haka signifie faire, faire corps, faire identité. En fait, littéralement, ça voudrait, on pourrait le traduire exactement comme incarner. Et en fait, dans cette incarnation collective, à la fois individuelle et collective, de faire ensemble, faire corps, faire intelligence, c'est se relier à un concept qu'on va aborder là dans quelques instants, Ubuntu, c'est-à-dire je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Un peu comme l'affirmation collective en tant que système vivant, cellule vivante. Et ça, je trouve que c'est très puissant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'individualité ensemble, il s'agit en tant qu'être individuel de s'affirmer fortement, entièrement, et en même temps, lorsque l'on est réunis, comme les cellules dans notre corps, d'être un système vivant. Alors toujours, on a vu ces inspirations qui font écho au leadership, ou en tout cas à certaines formes de leadership qui ont été mises en place. Et il y a un autre leader qui est particulier, qui est significatif dans sa façon de faire, c'est Walt Disney. Alors Walt Disney, alors je vous mets une théorie aussi scientifique, sur laquelle on s'appuie, la théorie des organisations, qui consiste à analyser le fonctionnement des organisations pour mieux les comprendre et les améliorer. Et en fait, on s'est aperçu que Walt Disney a développé un processus à la fois créatif en termes de produits et en termes d'organisation. En fait, il réunissait dans des pièces, donc des équipes, des départements, une équipe qui était orientée vers la vision et l'imagination, comme on parle à Einstein, en termes de ressources, de production.
un autre département qui s'occupait de la réalisation, presque l'ingénierie, et puis un département critique. Et en fait, il ne s'agit pas de voir tout ça en opposition comme étant OK, une vision, des pensées imaginées, et puis à côté, le réalisme qui vient dire à la vision, bon, c'est un peu olé olé ou c'est très envolé tout ça. Et la critique qui vient montrer les failles du réalisme. En fait, c'est complètement complémentaire, c'est l'inverse. Chaque département soutient et travaille pour l'autre département. En fait, le département vision, imagination, imagine sans limite des utopies, des possibilités. Et le réalisme, le département réalisation, fait tout son possible pour rendre concrète cette vision. Le département critique ne va pas juste annuler, mais au contraire, repérer les failles, les dysfonctionnements pour qu'ils puissent être soumis aux ressources de la vision, qui elle-même va trouver des solutions, imaginer des possibilités que le département concret va, enfin ainsi de suite, et c'est une boucle sans fin. Et en fait, que ce soit pour la réalisation des produits Walt Disney qui ont très bien marché et son industrie qui continue d'être un monstre de l'industrie du cinéma, on voit combien cette approche, ce leadership et cette stratégie de leader a été payante. Alors, je vous parlais de Ubuntu, qui est issu des langues du sud de l'Afrique, qui correspond à une philosophie africaine, autrement dit la prise de conscience d'une relation, en tout cas, d'une relation entre les personnes. C'est l'idée d'une communauté humaine comme étant une et indivisible. En fait, c'est exister avec les autres, c'est pour dépasser notre propre conception de ces choses-là, c'est nous sommes l'autre. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de cellules dans le corps, c'est de ce niveau-là. C'est considérer que une cellule, ou prenons l'exemple d'une main, voilà, une main ne peut pas fonctionner sans le bras. Et ce bras a besoin du corps. Et c'est de ce niveau-là, ces interrelations. Et donc, il y a dans cette approche de l'humanisme une manière d'être en désintéressement, en confiance, en empathie, en générosité avec autrui, comme faisant partie vraiment d'un même système. Alors, on pourrait se dire que c'est une utopie, c'est très beau, c'est joli, mais c'est irréalisable. Sauf que Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, et Desmond Tutu ont construit une société qui avait pour héritage l'apartheid, donc qui était clivée, enfin, on était sur quelque chose de très lourd, sur un monsieur qui a vécu une expérience du rapport aux autres qui aurait pu l'emmener à basculer dans la violence. Et donc, en s'appuyant sur cette philosophie, il a concrètement, à l'échelle d'une société, d'un pays, mis en œuvre ce leadership-là et fait en sorte que cela fonctionne. Pour la petite histoire, il a poussé aussi cette philosophie jusqu'à l'équipe de rugby nationale qui devait symboliser ce lien, exister avec les autres. L'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud a été par la suite championne du monde. Donc, je fais un petit parallèle aussi avec l'approche systémique de Palo Alto qui a été créée aux États-Unis dans les années 50 à partir de l'anthropologie qui considère justement les systèmes humains comme étant connectés à la fois à l'environnement et à la fois les effets d'influence de chacun. Donc voilà, quelques exemples que vous pourrez lire sur justement la mise en œuvre de Ubuntu et en même temps de voir comment cette inspiration vient compléter ou alors peut devenir un héritage pour ce qui est construit dans nos sociétés. On a vu ces dernières années émerger des démarches qui sont quand même prometteuses. Great Place to Work, des plus grosses entreprises qui tendent à
à proposer un environnement de travail favorisant. Et aujourd'hui, des salariés qui ne considèrent plus uniquement la rémunération comme étant attractif pour proposer leurs compétences. Alors, pour tout doucement nous diriger vers la fin, j'aurais tellement de choses encore à vous raconter. Peut-être une chose dans mon propre parcours d'entraîneur, de manager, de leader, pendant 20 ans à la direction des plus grosses équipes françaises. J'ai notamment dirigé une organisation dans laquelle nous avons produit des champions de France dans plus de 11 sports de combat différents, qui intégraient l'équipe nationale d'Arménie et des membres de l'équipe de France. J'ai par la suite dirigé également les équipes de France seniors masculines et féminines de lutte. Et dans des approches un peu différentes qui n'existaient pas, c'est qu'au niveau des équipes de France, le sélectionneur, le directeur des équipes de France, est le seul à coacher les athlètes des équipes de France lors de championnats du monde ou de compétitions majeures. Les entraîneurs de clubs restent au niveau des clubs, accompagnent leurs athlètes jusqu'au championnat de France et ça s'arrête là. Et en fait, j'ai bousculé un peu la façon de faire, c'est-à-dire que les entraîneurs des athlètes venaient au championnat du monde et coachaient. Donc, c'était une révolution dans le milieu. Mais le fait de laisser cette place-là créait une adhésion beaucoup plus forte sur le travail que font ces entraîneurs pour emmener des athlètes. Et du coup, ça réduisait la cassure qu'il y avait entre l'équipe nationale où on retire des athlètes et le travail que des coachs ont fait. Et en réalité, en termes de résultats, c'était plutôt prometteur puisque ces coachs connaissaient leurs athlètes et il y avait un engagement, une participation, une adhésion au projet collectif. Je pourrais vous parler aussi, pour faire opposition à ma propre expérience du début en équipe de France, du principe des ambassadeurs, où dans une des organisations que j'ai dirigées, les athlètes qui allaient au niveau international, qui avaient des titres, en fait revenaient en club et transmettaient des trucs et astuces ou leur expérience. Parce qu'en fait, au lieu de les mettre en opposition, vous savez, on sélectionne un athlète dans une catégorie de poids. Et dans une catégorie de poids, vous pouvez avoir 20 athlètes qui ont un potentiel international. Simplement, un seul partira. Et donc, souvent, ça crée une compétition, une opposition entre les athlètes qui se cachent des stratégies, qui essaient de passer devant. Et on avait créé donc une culture d'ambassadeurs. Il s'agissait de se transmettre des compétences et d'élever les compétences de l'ensemble du groupe. Celui ou celle qui était le plus représentatif du groupe à ce moment-là, en tant qu'ambassadeur, allait en compétition faire les résultats et défendre les couleurs du groupe. Et donc ensuite revenait et l'ensemble du groupe était félicité pour son travail. Bon, je pourrais vous parler aussi des 30 experts que j'ai réunis pour collaborer avec le ministère sur le changement, la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport en vue des JO 2024, où justement, ce qui a été innovant, c'est que j'ai réuni des spécialistes de l'entreprise avec des entraîneurs, avec des athlètes, des anciens athlètes, je dis des entraîneurs, et des chercheurs d'université. Parce que chacun dans leur domaine ont des expériences pratiques, de recherche, de connaissances du monde de l'entreprise, du monde du sport. Et le fait d'emmener ensemble ces spécialistes et de leur faire partager leurs différences, leurs complémentarités, ça donnait quelque chose qui était de l'ordre de l'intelligence stratégique, de l'innovation, pour résoudre une équation qui est de comment est-ce qu'on restructure le sport français, comment est-ce qu'on peut proposer un modèle qui doit être rapidement opérationnel, vu que les JO, c'est dans 3 ans. Voilà. Donc, le petit clin d'œil, là aussi, c'est dans la série Netflix. Vous me direz, je regarde pas mal Netflix, mais comme tout le monde, ça ou d'autres choses, il n'y a pas que les bouquins et la recherche. Et donc, le documentaire Last Dance, qui parle de la NBA, où justement,
il y a une allusion sur l'une des séries qui parle des Celtics, champion de NBA 2008, où l'entraîneur, justement, a été inspiré par la philosophie Ubuntu, l'a mise en place et a permis de reconstruire une équipe qui a fait performance. Bon, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ça marche. Simplement, je vous mets juste quelques exemples qui montrent combien une utopie, une vision au sens de Walt Disney, si elle nourrit la réalisation et la recherche de dysfonctionnements dans le but d'améliorer en permanence, eh bien, cela produit de l'intelligence stratégique et du résultat concret. Et pour ce faire, voilà deux modèles, je finirai bientôt là-dessus. Il me semble difficile de parler de performance dans une organisation, d'intelligence stratégique et d'intelligence collective, si le leader n'est pas formé, c'est-à-dire ne possède pas des outils, une compréhension de ce à quoi correspond son activité, les leviers, les effets positifs ou négatifs, la manière de faire, mais surtout, au-delà de la formation, s'il ne travaille pas sur lui-même, s'il ne passe pas par un processus de coaching qui, contrairement à notre culture, notre rapport un peu français de travailler sur nous-mêmes en psychologisant les choses, dans cette démarche de coaching, il s'agit d'une collaboration. Le leader est expert de son domaine. Et en fait, dans ce travail à deux, il s'agit de construire, de développer, d'accroître la dimension de porteur de sens, de vecteur d'intelligence qu'est le leader, et donc de travailler sur son vécu, sur le feedback de ce qu'il fait. C'est incontournable, incontournable. Et en ce sens, c'est un investissement comme précédemment, hein, Socrate, qu'on peut considérer, qui est le philosophe, on peut considérer comme étant le premier coach. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En effet, en tant que leader qui emmène des gens, qui influence des gens, qui est influencé par l'environnement, eh bien, il est important que cet investissement sur lui-même, sur sa propre connaissance de lui et des autres, l'emmène à se rendre compte qu'il s'agit d'un investissement dont le bénéfice est à la fois individuel, collectif, organisationnel et systémique. Et donc, c'est une histoire de genou. Alors, pour faire une petite métaphore, mais le genou, nos jambes, impossible de donner de l'élan, de faire un saut, de faire un sprint s'il n'y a pas une bonne articulation et une bonne impulsion dans les genoux. Et le genou, c'est aussi fort que ça. C'est le jeu, moi leader, et nous le groupe. Pas eux le groupe, nous le groupe. Et ce lien entre je et nous demande de l'articulation, demande de l'impulsion, demande de travail sur soi, de comprendre et d'accroître pour partager, transformer, responsabiliser, améliorer, mobiliser, apprendre, créer, renforcer la cohésion. Alors, le deuxième aspect, c'est, vous me direz, on a parlé de leadership, on a parlé d'intelligence stratégique et donc collective. C'est le développement aussi, investir sur le leadership partagé. Et le leadership partagé, eh bien, c'est comme pour les forces spéciales ou le haut niveau. Cela demande de la formation, cela demande de l'entraînement, cela demande du feedback, du retour sur soi. Et donc, à travers le laboratoire de leadership partagé, il s'agit, comme dans le modèle de Walt Disney, de confronter les équipes, les départements, les unités, les confronter aux problèmes récurrents et de faire de ces problèmes des équations valorisantes, constructives, qui emmènent à analyser par rapport au passé les causes de ces problèmes-là, donc les contradictions. Comment est-ce qu'on aborde les contradictions? Comment on innove, on crée de la solution? Et comment, ensemble, on construit, on élabore, on met en place des stratégies, on met en œuvre. Et on revient à cette intelligence stratégique de l'interne pour être efficace aussi dans l'externe. Et cette posture-là, c'est exactement cette idée que le génie n'est rien d'autre que ce décalage, la capacité d'observer la réalité à partir de perspectives non ordinaires. Si vous faites plus de la même chose, vous obtiendrez le même résultat. Il est important
d'être dans des logiques non ordinaires pour pouvoir apporter du changement. Voilà, je vous donne une représentation de cette approche de laboratoire du leadership partagé qui entraîne, éduque, forme aussi un nouveau fonctionnement. Donc, crée de l'autonomie pour les équipes. Et surtout, ce laboratoire, c'est une méthodologie qui est générative de nouvelles connaissances. Vous savez, c'est ressources illimitées. Et dans ce sens, il s'oppose aux conduites de changement de type top-down. En fait, il ne s'agit pas de rejeter complètement la décision verticale. Il s'agit d'intégrer et de donner plus de place à un leadership horizontal, à quelque chose qui met en mouvement l'ensemble des intelligences. Voilà. Donc, en fait, à travers cet investissement sur le futur, on pourrait utiliser la fable de La Fontaine avec cette métaphore du lièvre et de la tortue. Grosso modo, dire, c'est aller vite. C'est ne pas laisser le choix aux équipes pour être dans l'action directe en se basant sur une seule intelligence. Par contre, poser la question, c'est investir sur le temps et investir sur une capacité qui sera durable. En gros, il y a une différence dans l'illusion de la vitesse et de l'autoritarisme en leadership entre la peur de perdre du temps et celle de prendre le temps d'en gagner. En gros, c'est un investissement sur le long terme. Alors, pour conclure et revenir à ce que j'ai laissé en suspension au début, ce cadeau symbolique qui m'avait été fait, alors je prends cette image parce que c'est le cadeau que j'ai eu de cette brebis et de ce chiot. Mais c'est un symbole. Chacun reçoit une transmission à un moment donné, dans sa propre histoire, dans son propre parcours. La question, c'est avec quelle responsabilité recevez-vous ou reçoit-on ce que l'on nous transmet? Et comment est-ce qu'on réinvestit dans ce patrimoine? En gros, d'une brebis, est-ce que je fabrique un diable ou je fabrique un bouc qui va leader un groupe? Est-ce que d'un chiot, je nourris mon loup féroce ou je nourris un leader efficace, capable d'emmener avec lui? Pour appuyer ces propos, pour rester dans le concret toujours, l'exemple de l'intelligence stratégique, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, le premier site marchand au monde, donc une réalisation impressionnante, qui fait le choix d'un leadership basé sur la bienveillance, sur la coopération et l'innovation partagée. Donc, à la fois une réussite commerciale faite avec autorité et à la fois un sens des relations humaines qui n'est pas basé sur la confrontation et l'autoritarisme. Je vous mets ce modèle juste à côté pour montrer ce qui est important. À la fois dans la partie bleue, les capacités comportement environnement qui regroupent en fait toutes les actions, le concret. Et en fait, vous voyez en haut, c'est l'intelligence stratégique, c'est la réalisation du site marchand qui est en lien avec ces capacités-là, avec ce concret, ces actions. Mais ce qui impulse et ce qui maintient dans le temps cette réussite, ce sont tout ce qui est de l'ordre des conceptions, de l'identité, des valeurs, des croyances. Et c'est cela qui nourrit la valence de la démarche. En fait, avec cet aspect concret, ces actions et ces conceptions, cette valence, c'est ce qui donne du sens. C'est ce qui positionne le choix d'un leader, le positionnement d'un leader et de sa manière d'être et sa manière d'influencer les autres. Donc, pour ma part, à l'issue de ce cheminement qu'on a partagé ensemble, le vrai défi pour les entreprises, c'est de détecter les leaders qui sont partout, de valoriser et de faire monter leurs compétences, en fait, d'investir et de capitaliser sur leur leadership. Donc, il s'agit de formation et de l'excellence des forces entrepreneuriales avec justement cette modélisation de forces spéciales. Pour finir,
2 propositions. Il me semble, à l'issue de cette conférence, il est important que vous alliez chercher aussi, regarder dans la littérature. Je vous fais une proposition. Marie Peset, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, montre les effets délétères d'un leadership. Et basé sur des accompagnements donc, réels, concrets, vous verrez la force et les dégâts qui sont possibles de faire si un leader n'a pas travaillé sur lui et s'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. De l'autre côté, Claude Onesta, qui est le grand patron, le plus haut manager national, qui est à l'origine donc de la transformation de la gouvernance française du sport de haut niveau, qui est l'ancien entraîneur des handballeurs, l'équipe française la plus titrée de tous les temps. Claude Onesta, dans Le règne des affranchis, nous livre ses méthodes d'un leadership partagé et de voir comment, en laissant l'initiative aux différents champions dans son équipe, ils ont produit un résultat et une intelligence hors norme. Bien entendu, je ne peux pas vous laisser partir sans ce personnage charismatique de notre époque, dans lequel ce bouquin met en avant des éléments d'inspiration, mais surtout une compréhension et de son parcours, des principes et des références pratiques que vous pourrez utiliser. Écoutez, je vous souhaite, comme noté, une belle trajectoire et de devenir qui vous souhaitez être. Voilà. Merci pour votre écoute et j'espère à bientôt. Merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment très inspirant. Merci pour tes histoires. Je trouve que tu es un merveilleux conteur aussi. Merci beaucoup. Maria nous a rejoint. Écoutez, Bonjour Maria. on prend vos questions, même si on arrive, je pense, pas très loin de la fin de la présentation. Alors, on a une question de Clotilde qui te dit merci beaucoup pour cette présentation détaillée et inspirante. Merci. Comment concilier empathie et mise en œuvre de ces objectifs, c'est-à-dire comment être empathique sans s'oublier? Ouais. En fait, l'empathie, justement, ça n'est surtout pas s'oublier dans l'émotion de l'autre. On n'est vraiment pas dans une dynamique de compassion. L'empathie, c'est comprendre. Donc, le savoir se mettre à la place de l'autre, ça n'est pas perdre son identité. C'est un peu comme si vous étiez dans votre voiture avec votre pare-brise et le fait d'observer une autre voiture qui met un clignotant, mais d'observer aussi une voiture qui ne met pas de clignotant et qui s'apprête à tourner, repérer la roue qui tourne. En fait, c'est être empathique, c'est être observateur, c'est presque anticiper, se mettre à la place d'eux dans l'action qu'il va faire. C'est exactement comme les jeux d'échecs. Donc, normalement, l'empathie, ça n'est surtout pas s'oublier, c'est garder son identité et être en lien simplement, en relation avec les autres, faire avec les autres. Super. Et dans ce sens, c'est complètement en lien avec le leadership, hein, c'est faire avec les autres. Merci beaucoup Stéphane. Écoute, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'effectivement, on arrive à la fin du temps, mais tu étais très clair. Donc, c'est sans doute, voilà, il y avait beaucoup de matière, de réflexion, je pense, davantage que de questions. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup à vous. Vous aurez accès à la présentation et au replay sur le site de Neoma. Et on vous donne rendez-vous le 27 mai, Maria, c'est bien ça, avec Guillaume de Montgolfier pour une présentation sur l'élément humain. Super. C'est ça, tout à fait. Écoute, Stéphane, merci à vous. Belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.